Vous savez aussi dans vos communes que nous devons avoir un nombre de réunions conséquent. C'est ainsi, il faut bien installer. Donc, on va faire déjà un point sur les présences et absences excusées avec procuration. Marcel Agère-Ocazin est excusé. Pierre-Alexandre Cadarcé est excusé à donner procuration à Anne Hautefeuille. Emmanuel Barnet Saint-Giron excusé à donner procuration à Nathalie Cojol. Didier Carré Saint-Giron excusé à donner procuration à Éric Estac. Nathalie Delors excusé à donner procuration à Antoine Rodriguez. Damien Durand excusé à donner procuration à Christian Carrère. Jean-Paul Falguier, Torignan Castet excusé à donner procuration à Séverine Colomer. Léo Garcia Saint-Giron excusé à donner procuration à Patricia Marot-Reynard. Stéphane Maillot Saint-Giron excusé à donner procuration à Gaël Bonneau. Sylvie Martre Alos excusé à donner procuration à Ginette Busca. Ludovic Mazière, la Bastide de Sérou, excusé à donner procuration à Jean-Louis Echenne. Christophe Mirouz de Saint-Giron est excusé. Henri Pouchez, Montaigu-en-Couserans, excusé à donner procuration à Jean-Claude Roch. Olivier Raton, Castelnau-d'Urban, excusé à donner procuration à Virginie Pujol. Francis Respo, Mauvesin de Sainte-Croix, excusé à donner procuration à Jean-François Tournier. Evelyne Rollin-Puy-Sévère, Saint-Giron, excusé à donner procuration à Jean-Jacques Méric. Arcaïa Sablé, Lorp-Santaraï, excusé à donner procuration à Pierre Paris. Jean-Pierre Saint-Germain, Fabas, excusé à donner procuration à Jean Doussin. Magali Séguier, Lorp-Santaraï, excusé à donner procuration à Bernard Lamarie. Alain Servatustou, excusé à donner procuration à Jean-Noël Vigneault. Damien Souk-Moulis, excusé à donner procuration à Patrick Lafont. Alain Touzé, Prat de Bon Repos, excusé à donner procuration à Emmanuel Cécile. Et j'en ai terminé avec les procurations. N'oubliez personne? Apparemment pas. Si? Très bien. Monsieur le maire d'Audressein. Non, là, je plaisante, hein, monsieur Anglade. Donc, on le rajoute, effectivement. Très bien, merci. Dans le quorum largement atteint, on va pouvoir ouvrir la séance. On va commencer par la traditionnelle désignation de notre secrétaire de séance. Y a-t-il des candidatures? Il y a rarement lutte pour ce poste. Alors, je me tourne vers cette table. Si, tu l'as pris la dernière fois, oui. Alors, de ce côté-ci, qui c'est qui... Bernard Lamarie propose sa candidature sous l'influence du maire de Saint-Lizier. Hein. On voit qui a une altitude au-dessus de l'Orpe. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci Bernard. Donc, nous allons d'abord procéder à l'approbation des derniers procès-verbaux. Alors, certains sont anciens. Il y en a un qui remonte au 25 septembre et l'autre au 18 décembre. Alors, concernant le 25 septembre, ça s'adresse plutôt aux anciens élus reconduits dans leurs fonctions. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, alors on va passer à l'approbation. Des oppositions, des abstentions, une. Je vous remercie. Concernant le conseil communautaire de décembre, est-ce qu'il y a des remarques? Je ne vois pas de main se lever, donc on va passer au vote. Des oppositions, des abstentions, il n'y en a pas, donc je vous remercie. Bien, un certain nombre de rapports, notamment touchant les finances, et donc on va commencer par l'adoption des taux d'imposition, et je passe la parole à Patrick Lafont. Merci.
Oui, donc comme il avait été proposé lors du DOB il y a 15 jours, 3 semaines, donc on vous avait proposé le maintien des taux d'imposition au même niveau que 2025. Donc, c'est ce qui vous est proposé ce soir. Donc pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, on resterait à 16,24% pour un produit attendu de 6 697 051 €. Pour le non bâti, 93,93% pour un produit de 1 13 505. La taxe d'habitation à 13,04% pour un produit de 1 961 346. Et la CFE à 40,27% pour un produit attendu de 3 79 044. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, c'est reconduction des taux 2025, et c'était les mêmes en 2024 également. Bien, donc on vous propose de ne pas augmenter les taux. Est-ce que ça appelle des remarques? Apparemment pas. Alors on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ben, il n'y en a pas, je vous remercie. On passe aux ordures ménagères. Au taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc même proposition, maintien du taux de l'année 2025 à 13,16% pour un produit attendu de 5 323 699 €. Bon, là encore, proposition de maintenir les taux. Il y a fort longtemps que les taux n'ont pas été augmentés. Hein. Il y a eu une période sur 5 ans de lissage, ce qui a fait que certains territoires ont vu les taux baisser quand d'autres voyaient leurs taux augmenter. Et depuis que le lissage est terminé, sauf erreur de ma part, on n'a jamais eu recours à l'augmentation de ce taux. Est-ce que ça appelle des remarques ou des questions? Alors on va passer au vote. Des oppositions pour maintenir ce taux? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la fixation du produit de la taxe GEMAPI. Dans le produit de la taxe GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc là, il faut voter un montant, on ne vote pas le taux. C'est les services fiscaux après qui font le calcul, qui répartissent le montant qu'on désire sur les différentes taxes. Donc pour le syndicat Rivière Salade Volpe, donc 280 904 € demandés, donc même somme qu'en 2025. Et pour le syndicat mixte du versant de la Rise, le SMBVA, 20 786,66, il y avait 30 557,20 en 2025. Dans ces charges, il faut inclure les coûts de structure, puisque les services de la communauté commune travaillent là-dessus. Et il y a également des dégrèvements qui nous sont retenus pour les gens qui sont exonérés sur les logements vacants, par exemple. Et c'est la Comcom qui supporte cette charge. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de voter le produit de la taxe GEMAPI 2026 à hauteur de 311 461. Donc, c'était la même somme qu'en 2025. Merci. Donc là aussi, un montant qui reste constant. Est-ce que ça appelle des questions ou des observations? Donc c'est ce qui permet au syndicat des rivières de fonctionner, bien sûr. Hein. Je vais juste rajouter que oui. ça ressort à 7,55 par habitant, sachant que la loi autorise d'aller jusqu'à 40 €. On n'en est pas là encore, heureusement. Bon, s'il n'y a pas d'intervention, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions à ce montant? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. On a fini avec la fixation des taux et on va passer maintenant à la révision des diverses autorisations de programme et crédits de paiement. Merci. Donc ces APCP, donc pareil, on les a présentés lors des débats d'orientation budgétaire. Donc ça permet de fixer les montants de différentes opérations sur l'année, sur les paiements qu'il y aura sur l'année 2026, puisque sur ces opérations, il n'y a pas de reste à réaliser. Donc pour le centre de santé du Volvestre, dont il est terminé depuis plus d'1 an maintenant, mais il y a encore
des reliquats à payer. Enfin, c'était un reste à réaliser de 58 320,81 pour 2026. Donc, ce que vous est proposé en crédit de paiement, sachant que l'opération globale a été à 1 523 272,79. Ensuite, il y a l'Office de tourisme de Sex, donc, qui est opérationnel également. Donc là, c'est pareil, une opération globale de 340 331,02 avec un crédit de paiement pour l'année 2026 à 939,81. Ensuite, l'Observatoire de Guzet, donc une opération globale à 1 271 763,87. Donc là, c'est pareil, l'Observatoire est opérationnel depuis la fin d'année 2025 et les dernières factures pour 2026 sont de 330 609,21. Donc c'était 255 629 de reste à réaliser, 75 000 de crédits nouveaux, des travaux qui n'étaient pas prévus à l'origine et qui ont été ajoutés. Ensuite, il y a des APCP qu'on avait créés il y a quelques années pour les camions du service déchets, les bennes à ordures. Donc on vote 400 000 euros de crédit par an, sachant que c'est à peu près le prix d'un camion. Et donc on vous propose pour l'année 2026 de mettre en crédit de paiement 424 000. Donc je suppose que vous avez la photo du camion qui a été livré, je pense. Et il y aura 434 790,74 en 2027. C'est l'opération globale d'1,6 million et 400 000 fois 4 années. Pour l'équipement culturel, donc là c'est pareil. Donc la révision qu'on vous propose aujourd'hui de l'opération, c'est à 9 380 488,04. Je vous rappelle que c'est des montants hors taxes. Et donc pour l'année 2026, donc c'est l'année la plus importante, c'est là où il y a le plus de travaux, donc 5 867 000 de prévus, et le solde sur l'année 2027 à 2 373 686 euros. Et ensuite, la gendarmerie de la Bastide de Seyroux, donc là c'est pareil, on est au permis de construire, donc ça devrait débuter d'ici la fin de l'année. Donc pour cette année, on vous propose d'inscrire 200 000 euros. Et sur l'année 2027, là, le gros du chantier à 2 6 880. Et pour l'année 2028, 1 million d'euros pour une opération globale de 3 210 000 euros. Merci pour cette présentation donc, des autorisations de programme et crédits de paiement. Est-ce que ça appelle des observations ou des questions? Oui. Madame le maire de la Bastide du Salat, un micro. Bonsoir. J'aimerais savoir à quoi correspondent les 75 000 euros qui ont été engagés en plus en travaux sur l'Observatoire de Guzet. Enfin, il y a une partie, c'est l'entreprise bâtiment, donc il y a eu 20... C'était quoi, entreprise Martin, 16 463 euros. Ensuite, un paratonnerre qui a été ajouté pour 15 000 euros. Un avenant pour la maîtrise d'œuvre de 27 000 euros. Et donc tout ça, ça nous fait 75. Et oui, l'extension du réseau basse tension par le SDE 09 pour 17 612 euros. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va passer au vote pour ces APCP. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Une abstention, je vous remercie. Et nous allons attaquer donc la présentation du budget primitif 2026, budget principal. Merci. Donc les budgets que je vais vous présenter maintenant, c'est on va dire la même chose que je vous ai présenté pour le DOB, sauf qu'au DOB c'était les recettes réelles, les dépenses réelles, et là on a ajouté les amortissements, enfin les opérations d'ordre, on va dire.
Donc, on reprend tout d'abord, puisque le compte administratif, on ne le votera que probablement au mois de juin. Donc, on reprend par anticipation les résultats de 2025. Le premier tableau vous présente, je vous l'ai montré l'autre jour également, donc un excédent de clôture de fonctionnement de 4 46 238, un excédent de clôture d'investissement de 1 977 102,80, soit 6 23 341, sachant que le delta entre recettes et dépenses des restes à réaliser était négatif de 581 222,77. Donc il y a un excédent d'investissement de 1 395 880, donc pas d'affectation au compte 1068. Donc, pour la section de fonctionnement, le résultat reporté de 2024 était de 3 225 178,22, plus le résultat 2025 positif de 821 634. Donc, on vous propose ce soir de reprendre sur le BP 2026 le résultat reporté au 31 décembre 2025 de 4 46 238,56. Et pour la section d'investissement, même chose, résultat 2024, 3 467 671,54. Le déficit de l'année 2025, 1 490 568,74, soit un résultat reporté donc, sur le BP 2026 positif de 1 977 102,80. Donc après ces reprises de résultats, donc au chapitre 011, donc on vous propose 6 448 000, donc je répète, c'est les choses qu'on vous a présentées l'autre jour avec toutes les explications, donc je ne vais pas y revenir. Les charges de personnel, 12 600 000 euros. Les atténuations de produits, 5 827 877. Les charges de gestion courante, 8 123 455. Les charges financières, 461 360. Les charges exceptionnelles, 50 000 euros. Les provisions pour 100 000 euros. Soit un total de dépenses réelles de 33 610 692. Des opérations entre sections, donc 2 800 000 euros. Et le virement donc, à la section d'investissement de 1 802 486,09, soit un total de dépenses globales de 38 213 178,09. Pour ce qui est des recettes, donc les atténuations de charges, 560 000 euros. Les produits des services, 4 42 779. Les impôts et taxes, donc avec maintien des taux, 4 921 182. Oui, c'est la fiscalité locale plutôt. 19 459 020. Les subventions et participations, 6 212 607. Les autres produits de gestion, 712 143. Les produits exceptionnels pour 100 000 euros, des reprises sur provision pour 160 000 euros, un total de recettes réelles de 36 167 731, les opérations d'orne pour 300 000 euros et le résultat de fonctionnement reporté, donc résultat à fin 2025 positif de 4 46 238,56, soit un total de recettes de 40 513 969,56. Donc, pour les nouveaux élus, vous avez peut-être remarqué qu'il y a plus de recettes que de dépenses, et donc c'est ce qu'on propose depuis plusieurs années, un budget voté en suréquilibre, c'est autorisé. Sinon, pour l'équilibrer, il aurait fallu inscrire des charges qui ne correspondent à rien. Donc voilà, on a choisi de le voter le plus sincèrement possible. Ensuite, pour l'investissement, donc les opérations d'ordre qu'on a vues précédemment en fonctionnement, 300 000 euros. Les opérations patrimoniales, 300 000 euros. Les remboursements d'emprunt, 1 843 000. Les immobilisations incorporelles, 471 706,40. Les subventions d'équipement versées, 1 379 863,45. Les IMO corporels, 2 578,60. Les IMO en cours, 6 547 283,94. Les autres IMO financières, 201 000. Ensuite, on a les opérations sous mandat, dont la voirie sous mandat 2025, 1 570 80,99. Convention de mandat travaux sécurisation temporaire, 200 000 euros. Donc ça, c'est la voie verte là, qui a été faite entre Saint-Lizier et Saint-Giron.
La voirie sous mandat 2026, 2 366 660. Donc toutes ces opérations sous mandat, et on a les mêmes sommes en dépenses et en recettes, puisque c'est les communes qui remboursent après. D'un total de dépenses d'investissement de 17 180 173,38. Pour les recettes, donc le solde d'exécution qu'on a vu au départ, 1 977 102,80. Le virement de la section de fonctionnement, 2 802 486,09. Les opérations d'ordre pour 2 800 000. Les opérations patrimoniales pour 300 000. Les subventions d'investissement pour 2 283 928,39. Les emprunts, donc 4 3 000. Les autres IMO financières, 200 000. Et donc là, on retrouve la voirie sous mandat, donc 2024. Donc c'est les derniers remboursements des communes, 105 774. La mandat maîtrise, c'était pour l'Office de tourisme de Seix, donc par la commune de Seix, 39 873. La voirie sous mandat 2025, 1 5 361,97. Donc la voie verte 200 000 et la voirie sous mandat 2026, donc identique à la dépense, 2 366 660, soit un total de recettes de 17 180 173,38, donc égal au montant des dépenses. Donc, ça, je passe. Opération d'ordre financière, dont on retrouve les mêmes sommes, je ne vais pas tout lire. Opération d'ordre financière pour un total de 14 896 244,99. Et les opérations d'équipement, donc là c'est par opération, ça correspond au PPI, donc le centre de santé du Volvestre, 288 193,30 en recettes et 58 320,81 en dépenses. L'office de tourisme, donc on retrouve les mêmes sommes que tout à l'heure également. En dépenses 939,81 et les recettes qui restent à rentrer 87 453,12. Accessibilité des bâtiments, donc en recettes 38 761. Ensuite, on a le centre aquatique, donc des dépenses pour 61 866,16, dont le matériel roulant 424 000. Les équipements collecte déchets en dépenses 683 139,62, en recettes 51 861,63. Les déchetteries 3 764,16, le quai de transfert 5 462,34, le site de l'EDAR 19 500, la CIL, donc la signalétique d'information locale 50 000 euros, le site de Palétès 3 547,20, les services techniques en dépenses 736 514,95, en recettes 17 147,75, dans la gendarmerie de la Bastide, donc 200 000 euros. Le patrimoine, donc ces études notamment sur l'abbaye de Sainte-Croix, 129 729,74, donc ça c'est en lien avec la DRAC. Les équipements culturels, donc le centre culturel 5 867 000 en dépenses, 1 213 273,88 en recettes. L'Observatoire de Guzet, 330 609,21 en dépenses, 352 644,08 en recettes. Et des investissements divers pour 496 674,94 en dépenses et 234 493,63 en recettes. Soit des opérations d'équipement en dépenses, un montant global de 9 071 068,94 et en recettes pour 2 283 928,39. Donc voilà le budget qu'on vous propose 2026, donc comme je le répète, avec maintien des taux et les mêmes sommes qu'on vous a présentées lors du débat d'orientation budgétaire. Merci pour cette présentation détaillée. Maintenant, on va passer aux questions, aux observations dans la salle. Nous vous écoutons. Madame le maire de Le Port. Parfait.
Un micro. Merci. Là, ça marche, oui. Moi, ma question elle se pose sur la ligne budgétaire concernant les attributions de compensation, qui est d'un montant de 4 960 849, qui a été voté en 2025 et qui est reconduit à l'identique pour 2026. Si vous me permettez, je fais un rappel historique sur ces allocations d'attribution de compensation. Au 1er janvier 2018, notre communauté de communes a fait le choix de passer au régime de la fiscalité professionnelle unique, compte tenu des disparités importantes qui existaient entre les 8 communautés de communes historiques fusionnées, aussi bien au niveau des impositions que des compétences exercées. Donc les objectifs recherchés était de préserver le contribuable en privilégiant la neutralité fiscale, puisque la communauté de communes a augmenté les taux et les communes ont baissé les taux. Stabiliser les équilibres budgétaires de l'EPSI et de ses communes membres grâce à l'attribution de compensation. Harmoniser la fiscalité professionnelle sur l'ensemble du territoire. Optimiser les financements de l'intercommunalité pour garantir les équilibres budgétaires et réaliser tous les investissements. On le voit ici. Donc, ma question est surtout concernant la fiscalité au niveau des attributions de compensation. La communauté de communes et les communes membres se sont donnés donc comme principe que tout mouvement de taux d'un des membres du bloc communal serait compensé à due concurrence par l'autre membre. C'est-à-dire que lorsque la communauté de communes décide d'augmenter ses taux, chaque commune a ajusté à la baisse les siens. En contrepartie, donc, un pacte fiscal a été mis en place par la communauté de communes en 2018 afin d'assurer le passage en fiscalité professionnelle unique tout en poursuivant l'objectif d'harmonisation des taux de TH, de taxes foncières bâties et non bâties entre les 8 territoires historiques de 2018 à 2020. De plus, donc, la communauté de communes a choisi d'opter pour la libre fixation des attributions des compensations. Le transfert des recettes fiscales doit être neutre pour l'équilibre budgétaire des communes membres. L'EPSI verse alors aux communes une attribution de compensation fiscale dont le montant est égal à la somme des produits de la fiscalité transférée perçus par les communes l'année précédant le passage en fiscalité professionnelle unique, c'est-à-dire en 2017. L'attribution de compensation sur la fiscalité a été fixée et est toujours ce jour-ci calculée sur les bases locatives de 2017. Entre 2018 et 2020, l'attribution de compensation s'est élevée à 6 713 155 €, puis est passée à 6 925 604 €, puis a baissé en 2021 dû à la suppression de la taxe habitation sur résidence principale. Elle a baissé de 1 344 753 €. Elle se fixe aujourd'hui donc à 4 960 849 €. Or, le constat est que chaque année, l'État revoit à la hausse depuis 2018 les bases locatives servant au calcul de la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties. Et si l'on fait ce calcul, cette augmentation depuis 2018, l'État a augmenté en faisant le total chaque année, elle a augmenté aujourd'hui, elle est à 23,7%. C'est-à-dire que les bases locales ont augmenté de 23,7%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces 23,7%, au lieu que ça revienne aux communes, qu'au lieu que cette dynamique revienne aux communes, elle revient à l'intercommunalité. Je vous avais demandé, au mois de décembre, c'était à la dernière réunion du conseil communautaire de l'année, justement ce que vous comptiez faire au niveau de cette observation, puisque je vous l'avais déjà faite. Donc, vous m'avez répondu qu'un cabinet d'études était aujourd'hui en
enfin, qu'il était à l'étude, que vous avez demandé cette étude-là et que vous aussi, vous réfléchissiez sur le fait de cette dynamique qui est assez importante, puisque nous, nos communes, quand même, c'est nous qui avons l'entretien des routes, l'entretien de tout ce qui incombe comme dépenses aux communes. Et cette dynamique, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et si elle reste fixée à 2017, ça veut dire qu'on ne l'obtiendra toujours pas et que ça augmentera. De plus, l'État veut revoir cette histoire de base au mois de juin. Donc moi, je voudrais savoir ce que la communauté de communes compte faire. Après, j'avais une deuxième question. Ça, c'était sur la C. Mais ma deuxième question, c'était sur, en décembre, nous avions voté aussi une subvention de 50 000 € aux éleveurs due à la DNC. Et je voudrais savoir si ça se retrouve sur ce budget et sur quels critères vous avez justement, puisqu'on a voté une somme de 50 000 € dans l'urgence, et je voudrais savoir si ça a été versé sous quels critères. Voilà, merci pour vos réponses. Alors, la deuxième question elle a été posée l'autre jour à Caumont, Noël. Mais c'est pas la peine de s'excuser. Donc, on a répondu effectivement que cet argent était disponible et que le critère, on travaillerait avec la Chambre d'agriculture. Très bien. Sur les AC, oui, mais les AC, oui, elles ont été votées en décembre pour que les communes, les communes voulaient toucher depuis le mois de janvier, puisque c'est par 12e, donc elles ont été votées en décembre pour être applicables dès le mois de janvier. Et après, pour l'éventuelle révision, comme il a été dit, un bureau d'études qui a été mandaté, qui donnera ses résultats autour de l'été. Donc après, on aura l'occasion de se réunir pour voir ce qu'on fait et comment. Après, tant que je n'ai pas les résultats, je ne vais pas m'engager sur ce qu'on va faire. Oui, parce que c'est peut-être pas si simple que ça, la description que vous fait Mme Morales, avec une communauté de communes qui aurait engrangé au détriment des communes qui se retrouveraient avec des recettes en moins. Donc laissez-nous le temps de terminer ou de faire terminer cette analyse, et puis on aura effectivement l'occasion d'échanger et de voir si des collectivités ont été pénalisées et à quelle hauteur. C'est un engagement que j'ai pris, je vous le rappelle. Que le cabinet d'études, pardon ? L'intérêt, c'est effectivement d'avoir une analyse extérieure. C'est justement ce que je vous avais dit, le fait de recruter un cabinet d'études, en tout cas, ça lève tout doute sur l'orientation qui est donnée sur l'analyse. D'autres questions ? Oui. Madame le maire, Madame Courtier. Allô ? Oui, moi j'avais une question beaucoup plus générale. Oui, dans les grands principes budgétaires, j'avais cru comprendre qu'il devait y avoir toujours égalité entre les recettes et les dépenses. En tout cas, c'est ce qu'on applique, c'est ce que je crois on applique dans nos mairies. Alors, je voulais savoir si la communauté des communes avait un régime spécifique pour déroger à cette règle. Et j'en profite aussi, je suis surprise, mais enfin, je suis là pour m'informer, c'est mon premier statut de maire. Au niveau du compte administratif, je suis surprise que le compte administratif de 2025 soit... Enfin, vous devez avoir des délais qui dépassent les nôtres, ceux de la mairie, parce que les comptes administratifs, ils sont validés déjà. Pour démarrer sur 2026, non, il n'y a pas de règle. Bon, il y a deux questions. Je vais vous répondre aux deux questions. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, un budget en suréquilibre, c'est tout à fait autorisé, que ce soit pour la communauté de communes ou pour les communes. Ce que j'ai dit, c'est si on l'avait équilibré, on aurait gonflé les recettes sur un compte, ça n'aurait rien représenté. Là. On présente comme ça. On aurait gonflé les dépenses, oui. Donc voilà. Sinon, il n'y a rien qui interdit à une commune de faire pareil. Oui, on le vote depuis plusieurs années ainsi. Après, le compte administratif, donc lui, il faut qu'on l'ait voté pour le 30 juin. Et les communes, c'est pareil. Donc. Il n'y a pas de... Et ça sera la dernière année qu'on votera le compte administratif, puisque l'an prochain, on aura le CFU. Oui, le vote du compte administratif peut tout à fait se faire après.
C'est pour ça qu'au départ, j'ai rappelé les résultats provisoires, mais qui seront très certainement définitifs, afin de les intégrer dans notre BP 2026. Oui, Monsieur Galli. Oui, bonsoir. Les recettes d'investissement sur l'équipement culturel, j'imagine que c'est les subventions. Oui, c'est les subventions qui sont notifiées, puisqu'on n'inscrit que ce qui est notifié. D'accord, oui, bien sûr. Merci. Et au prorata, bien sûr, des dépenses qui sont inscrites dans l'année. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va passer au vote. Alors vous savez que normalement on vote par chapitre. Sauf si vous m'autorisez à vous faire voter globalement par section. Donc c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous nous autorisez à faire voter globalement par section, après qu'on vous ait présenté en détail, chapitre par chapitre, les montants? Est-ce qu'il y a des oppositions à cela? Des abstentions? Il n'y en a pas. Bien. Donc, on va proposer donc de voter sur les montants concernant, on va commencer par le fonctionnement. Tu rappelles les chiffres? Donc, le montant des dépenses de fonctionnement, donc 38 213 178,09. Est-ce qu'il y a des oppositions? Une opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? 2, 3 abstentions, 4 abstentions. Je vous remercie. Donc, pour les recettes de fonctionnement, donc un total de 40 513 969,56. Est-ce qu'il y a des oppositions aux recettes? Une. Des abstentions? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. On passe à la section d'investissement. Dans la section d'investissement, donc elle est équilibrée en dépenses et recettes à 17 180 173,38. Alors, pour les dépenses et les recettes équivalentes, est-ce qu'il y a des oppositions? Une opposition. Des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, si j'ai bien compté. On me fait signe au fond 7, je ne sais pas compter. Vous relevez les mains, s'il vous plaît, les abstentions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas où est le 7e. Ah, d'accord, c'était un bras qui était à moitié levé. J'ai repéré. Le bras, hein. 7 abstentions. Je vous remercie. Le budget 2026 est voté. Et on va passer maintenant aux différents budgets annexes. Patrick. Donc le premier, c'est les termes d'Olus. Donc pareil que précédemment, donc, je vais vous rappeler les résultats à fin 2025 pour les reprendre par anticipation sur le BP 2026. Donc pour la section de fonctionnement, donc on avait un résultat de clôture négatif de 52 198,30, un investissement, un résultat de clôture négatif de 66 881,55, soit un résultat cumulé négatif de 119 079,85, avec les restes à réaliser un delta de 59 427,11 positifs, soit un excédent de financement d'investissement de 7 454,44, ce qui fait qu'il n'y a pas d'affectation au 1068. Donc la section de fonctionnement d'un résultat reporté 2024, donc négatif 175 372,38. Le résultat positif de 2025, 123 174,08. Donc, on vous propose de reporter sur le BP 2026. Donc, ça sera en dépense 52 198,30. Pour la section d'investissement, dont résultat reporté de 2024 positif de 62 322. Le résultat de l'exercice 2025 négatif de 129 182,77. Donc, un résultat reporté sur 2026 négatif de 66 881,55.
Donc ça, c'est les résultats, les reprises de résultats qui sont sur le budget 2026. Donc les charges à caractère général, le chapitre 0, on vous propose 288 650. Sur ce chapitre, donc, il y a notamment 27 000 euros donc, qui est lié à l'augmentation du gaz et de l'électricité. Les charges de personnel, on vous propose au 012 580 150, donc il y a 109 000 euros de plus, donc c'est revalorisation salariale, augmentation de certains contrats pour fidéliser les salariés, rallongement de 2 semaines de la période thermale et embauche d'un deuxième technicien de maintenance pour préparer le départ du technicien actuel suite à la préconisation de la médecine du travail. Ensuite, les charges de gestion courante, 100 euros. Les charges financières, donc le remboursement des intérêts, 11 600. Les charges exceptionnelles pour 1498,70, donc des dépenses réelles de 881 998,70. Les opérations d'ordre, 30 000 euros. Le résultat négatif de fonctionnement reporté de 52 198,30, soit un total de dépenses de 964 197. Pour les recettes, donc 2 000 euros au 013, au 70 produits et services 796 220. Donc ça correspond aux cures, aux soins qui sont prodigués. Au 75, 160 000 euros, là ça correspond aux recettes des locations et des appartements qui sont loués aux curistes ou aux vacanciers. Et un produit exceptionnel, 1 000 euros, soit un total de recettes réelles de 959 220. Des opérations d'ordre pour 4 977, soit un total de recettes égal au total des dépenses de 964 197. Pour l'investissement, donc, on a la reprise du résultat donc négatif de 66 880,55. Les opérations d'ordre qu'on a vues précédemment, 4 977, patrimonial 30 000, dans le remboursement du capital des emprunts, 42 500, les IMO incorporels, 67 289,44. Donc là, on a par exemple notamment 40 000 euros d'études complémentaires qui ont été lancées en 2024. Les immobilisations corporelles, 60 000 euros. Et les immobilisations en cours, 13 887,19. Et donc là, on a 70 000 euros d'investissements divers et sol résine, automatisation technique, des casiers vestiaires, un cabinet médical et des sols et matériels esthétiques. Et donc ensuite, en recettes, les opérations d'ordre pour 30 000, les patrimoniales pour 30 000, les subventions d'investissement 90 603,74 et un emprunt de 134 931,44. Donc lui, il est là pour équilibrer le budget. Et soit un total de dépenses et recettes d'investissement de 285 535,18. Merci. Donc sur ce budget annexe terme d'Olus, si vous avez des interventions. On prévoit pour les recettes, je vais juste vous dire qu'on prévoit une augmentation puisqu'il est bâti sur 810 curistes et en 2025 il y en avait eu 709 et en 2024 596 et en 2023 513. Donc avec l'agrément rhumatologie, il y a quand même plus de monde, ça se développe. Sur ce budget annexe, bien, s'il n'y a pas d'intervention, donc on va passer au vote. Je vais vous poser la même question, puisqu'on est censé voter par chapitre. Est-ce que vous m'autorisez à vous faire voter par section? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas, donc merci. On reprend les chiffres en fonctionnement. Donc, section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à 964 197 euros. Y a-t-il des oppositions?
à ce budget de fonctionnement? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. On passe à l'investissement. Donc, investissement, pareil, équilibré en recettes et dépenses à 285 535,18. Y a-t-il des oppositions à ce budget d'investissement? Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Donc nous passons au budget annexe suivant. Il s'agit des zones, en l'occurrence à la zone d'activité dans salle à la Bastide de Seyroux. Merci. Donc les zones d'activité, donc je rappelle qu'on a 2 budgets annexes, donc pour la Bastide de Seyroux et pour Prat de Bon Repos. Les autres zones, que ce soit l'ORP ou CESCO, c'est géré dans le budget global. Hein, c'est dû à l'histoire, à la reprise en 2017 de ce qui a été fait sur les anciens territoires. Donc pour la zone de la Bastide, donc pareil que précédemment, donc le compte administratif provisoire donc fait apparaître un résultat de clôture de fonctionnement à 0, puisque c'est équilibré ces budgets. Un investissement, un résultat de clôture négatif de 118 241,68, et donc un déficit d'investissement de ce montant. Et donc on vous propose de reprendre sur le budget 2026, soit 118 241,68 en dépenses. Donc pour la section de fonctionnement, au chapitre 011, donc 4 000 euros, ce qui correspond à des taxes foncières. Les opérations d'ordre pour 175 442,42, c'est des variations de stock hein, sur ces budgets, c'est le stock des terrains, et à mesure qu'on vend des terrains, le stock diminue bien sûr. Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement, 7 000 euros, des charges financières, dont les intérêts des emprunts, 3 000 euros. Et donc, l'emprunt sur cette zone finit dans un peu plus de 2 ans. Donc, un total de dépenses de fonctionnement de 189 442,42. En recette, donc, pareil, variation de stock 182 442,42. Les opérations d'ordre, pareil, 7 000, donc un total de recettes de 189 442,42. Pour l'investissement, donc le solde d'investissement reporté, donc en dépenses 118 241,68. Les opérations d'ordre, donc les terrains, pareil qu'on a vu précédemment, 182 442,42. Le remboursement du capital des emprunts, 17 000 euros, soit 317 684,10 en dépenses globales. Et pour les recettes, donc un emprunt de 142 241,68, donc pareil pour équilibrer le budget. Et les variations de stock là aussi pour 175 442,42, soit un total également de 317 684,10. Je ne sais pas s'il y a des questions sur c'est des budgets avec des variations de stock et les frais, les impôts et les emprunts, on va dire. Est-ce qu'il y a des interventions? Je ne vois pas de main se lever, donc pareil, on va vous demander de nous autoriser à vous faire voter par section. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Donc on va présenter la section de fonctionnement. Donc, le fonctionnement donc, équilibré en recettes et dépenses à 189 442,42. Des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Et un investissement équilibré en recettes et dépenses à 317 684,10. Des oppositions sur le budget investissement? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. On va passer à l'autre budget annexe. Ça concerne la zone du Pitarlet à Prat de Bon Repos. Donc, même chose, donc reprise des résultats, donc fonctionnement est à 0. Et un investissement, un déficit négatif, un déficit oui, de 119 072,48. Donc, qu'on vous propose de reprendre en dépenses sur le budget 2026. Donc, la section de fonctionnement, donc, comme précédemment, les taxes foncières pour 9 000 euros,
Les opérations donc, de variation de stock, 785 095,48. Opérations d'ordre à l'intérieur de la section, 16 000. Des charges financières, d'intérêt d'emprunt, 7 000 euros. Soit un total de 817 095,48. Et donc en recette, on retrouve pareil une variation de stock pour 801 095,48 et des transferts de charges financières pour 16 000 euros. Et donc on retrouve notre équilibre à 817 095,48. Pour la section d'investissement, donc la reprise du résultat négatif reporté, donc 219 072,48, les variations de stock à 801 095,48, le remboursement du capital des emprunts 38 000 euros, là, sur celui-là il reste à peu près 6 ans. Et donc un total de dépenses d'1 058 167,96. En recette, donc un emprunt pour équilibrer là aussi 273 072,48 et pareil, il y a des variations de stock pour 785 095,48. Donc c'est des budgets après qui sont équilibrés par le budget principal. Merci. Sur ce budget annexe, des interventions. Alors, toujours pareil, on va vous demander l'autorisation de voter par section. Y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. On vote le fonctionnement. Dans le fonctionnement, équilibré à 817 095,48. Des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. L'investissement? L'investissement, de lui équilibré à 1 58 167,96. Des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Donc nous avons voté l'ensemble des budgets. Nous passons maintenant à l'application de la fongibilité des crédits. Donc l'application fongibilité, donc c'est comme vous faites probablement dans vos communes, depuis l'application de la M57, au lieu de réunir des conseils sans arrêt pour faire des décisions modificatives, on vous propose d'autoriser le président à faire des virements entre chapitres dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chaque section, à l'exclusion bien sûr des chapitres 0,12 dépenses de personnel. Donc c'est les mêmes délibérations qu'on fait tous les ans et que vous faites probablement dans vos communes. Merci. Donc sur cette fongibilité, est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Non, moi pas. Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Une décision modificative concernant le budget annexe abattoir du Couserans en cours. Donc là, c'est une décision modificative technique. Donc on vous propose d'inscrire 100 000 en dépenses au 2313 et 100 000 en recettes au 238, 100 000 euros. Le 238, c'est le compte avance, c'est le même que vous utilisez dans vos communes pour notamment la voirie sous mandat quand vous payez la communauté de communes. Donc voilà, une ADM équilibrée à 100 000 euros sur la section d'investissement. Cette EDM, est-ce qu'il y a des questions? Alors s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 11, attribution d'une subvention d'équipement. Dans la subvention d'équipement, on en a parlé au dernier conseil à Comont. C'est une ligne de 150 000 euros qu'on a inscrite dans le PPI. Donc j'avais dit que c'était une subvention d'équilibre, on va dire, pour le budget de l'abattoir. Mais bon, étant donné que c'est une subvention, il faut prendre une délibération pour autoriser la communauté de communes. La somme est inscrite au budget, de la verser à l'abattoir du Couserans. Donc c'est 150 000 euros, c'est notamment pour payer des travaux qui sont en cours.
Merci. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des interventions? Je n'en vois pas, donc on va passer au vote. Des oppositions? Des oppositions, il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. Rapport suivant, on va laisser souffler Monsieur Lafont. Donc, il s'agit d'un rapport important, puisque c'est la délégation de service public concernant l'abattoir. Donc, vous avez reçu l'ensemble des documents il y a déjà quelques temps, puisqu'on avait des délais importants à respecter qui vous permettaient donc de consulter. Je vais essayer d'avoir un propos le plus synthétique possible. Rappelez donc que l'abattoir était géré par une SIC qui a arrêté la gestion à la fin de l'année 2025, repris en régie par la communauté de communes de façon transitoire, en attendant, nous l'espérions en tout cas, de trouver une solution de reprise. Donc pour ce faire, je rappelle quelques étapes importantes. En octobre, on avait rencontré l'ancien préfet pour lui présenter un peu le scénario, et il y avait eu donc une approche plutôt positive des services de l'État. Ce qui fait qu'en octobre, on a lancé une assistance à maîtrise d'ouvrage pour passer cette DSP concernant l'abattoir. En décembre, le 18 décembre, on a eu une délibération du conseil communautaire pour le lancement de la DSP abattoir qui prendrait effet à compter du 1er septembre 2026 si nous allions jusqu'au bout de la procédure. Donc du 19 décembre au 30 janvier, ça a été le temps de consultation pendant 40 jours. Début janvier, il y a eu une visite de l'abattoir proposée pour les candidats potentiels. Un seul candidat s'était présenté. En février, il y a eu une commission DSP pour analyser les offres. Un seul candidat avait déposé les offres. Il s'agissait de la société abattoir Ariège-Couserans, dont le dirigeant n'est autre que le dirigeant de l'abattoir de Pamiers. Le 25 février, il y avait une réunion de négociation sur cette DSP. À l'issue de cette réunion, donc, la procédure se terminait et il y avait donc un délai de 2 mois à respecter avant de présenter donc, la DSP en conseil pour vote. En l'occurrence, donc ce soir, ça fait bien 2 mois respectés, même au-delà. Sachant que si ce soir le vote est positif, il y aura un envoi bien sûr au contrôle de légalité dès la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du contenu de la DSP, déjà concernant la communauté de communes? Bien sûr, l'engagement de base, c'est de mettre à disposition du délégataire un outil aux normes. Donc, il y a des engagements qui ont été pris sur cette notamment période du premier semestre 2026, avec des travaux qui se poursuivent. On peut citer les travaux sur la bouverie, avec, et ça c'était effectivement une exigence notamment des services vétérinaires, une entrée dédiée par espèce, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc on aurait une entrée dédiée pour les bovins, une entrée pour les ovins, une entrée pour les porcins. Améliorer la sécurisation de la manipulation des animaux lors des opérations de déchargement. Concernant la chaîne porcine, installation d'un nouveau piège. Bien sûr, toujours travailler sur les bonnes pratiques d'hygiène. Concernant la chaîne bovine, installation d'un nouveau vérin. Concernant, alors je suis désolé, c'est des termes techniques liés à la profession, l'arracheur de cuir. Réalisation de plans numériques de l'abattoir avec les différents réseaux, eau usée, pluviale. Et bien sûr, et c'est un travail quotidien, nous avons un agrément provisoire et nous travaillons pour obtenir l'agrément définitif à compter du 1er juillet 2026. Donc les dossiers sont en train d'être constitués et il y a des échanges réguliers avec les services de l'État. Enfin, toujours engagement communauté de communes, c'est la construction d'un plan pluriannuel d'investissement sur 3 ans avec pour principaux axes d'amélioration la STEP, alors c'est la station du traitement des eaux, peut-être que Bernard en dira un mot tout à l'heure. L'installation d'une centrale photovoltaïque qui permettra effectivement d'avoir une injection d'électricité et de minimiser les coûts d'énergie. Le permis est en cours.
et des actions spécifiques de maintenance sur les différents organes vitaux, que ce soit les réfrigérateurs et d'autres éléments sur les différentes chaînes. Donc un travail quand même conséquent pour la communauté de communes. En face, concernant le délégataire, donc bien sûr un engagement d'utiliser l'outil dans les règles professionnelles et bien sûr dans le respect de tout ce qui est normes. L'objectif étant d'atteindre les 2000 tonnes à l'horizon 2029, c'est-à-dire sous 3 ans. Comment on peut faire cela? Développer l'activité du site en conservant bien sûr la dynamique entre les bouchers, les éleveurs. Bien sûr, toujours travailler sur l'arrivée de nouveaux apporteurs. Ce qui est, je crois, l'un des axes forts de cette DSP, c'est créer des mutualisations et des complémentarités entre les sites, puisqu'on passe d'une situation concurrentielle entre Pamiers et Saint-Giron à une situation de complémentarité qui va prendre son sens très vite, puisque le délégataire s'engage à mettre en place une navette frigorifique entre les deux sites, s'engage aussi à croiser les plannings d'abattage afin d'offrir un service optimal à l'échelle du département et travailler sur des axes stratégiques de développement. On a signé un contrat de réciprocité avec Toulouse Métropole. On est allé rencontrer les élus de Toulouse. Donc il y a matière à travailler notamment sur la fourniture de produits de qualité pour Toulouse et sa métropole. Travailler sur un label concernant le bœuf gascon avec le groupe Gascon des Pyrénées. Gascon des Pyrénées, oui. Développer le partenariat avec également l'Andorre, puisqu'il y a là des marges de progrès. 85% de produits carnés sont importés en Andorre. Donc ça, c'est les engagements réciproques de la Comcom et du délégataire. Alors, les avantages de ce contrat, bon, d'abord, bien sûr, c'est maintenir le service d'abattage de proximité avec une complémentarité Couserans et Pamiers. C'est répondre aussi aux exigences de la Cour des comptes qui ne souhaite pas voir ce secteur géré par des collectivités publiques. L'intérêt aussi, je crois, de cette DSP, c'est la personne qui la porte. C'est un professionnel qui est reconnu dans ce secteur et qui est reconnu non seulement au niveau départemental, mais au niveau régional et national. Il est membre d'un organisme de formation. Il est également membre du bureau national de la Fédération nationale des exploitants abattoirs publics. Autre élément aussi important qui, me semble-t-il, démontre son engagement, bien sûr, il y aura un loyer reversé à la communauté de communes. Il sera de 40 000 € par an, mais il y a aussi la volonté de participer aux investissements à hauteur de 45 000 €, ce qui va nous permettre de solliciter plus facilement les aides de l'État et de la région pour participer à ce PPI, avec peut-être une somme atteignable d'un peu plus d'1 million d'euros sur les 3 ans. Et enfin, une volonté aussi de poursuivre le travail, puisque vous imaginez qu'il y a eu un travail de partenariat important depuis ces derniers mois. Et il y a une volonté de notre part, c'est évident, mais de la part du délégataire aussi, de continuer à conserver ce lien étroit et ce travail collaboratif pour les années à venir. Voilà, en essayant d'être le plus synthétique possible, ce que je pouvais vous dire sur cette DSP. Et en conclusion, vous dire que nous sommes bien sûr satisfaits de voir que l'orientation que nous avions donnée en fin d'année 2025 est prête à se concrétiser, bien sûr, si vous décidez de valider cette DSP. Voilà, je vous ai dit en synthèse tous les éléments qui étaient dans cette délégation de service public et je vous laisse maintenant le soin d'intervenir si vous le souhaitez. Oui, c'est le maire de la Cour. Oui, bonsoir à tous. Juste par curiosité d'ailleurs, parce que je suis très content et je me félicite moi aussi qu'on ait pu déboucher sur quelque chose peut-être de positif pour cet abattoir, parce que depuis le temps qu'on travaille dessus et que c'était compliqué. Par contre, par curiosité, j'aimerais savoir pourquoi cet abattoir s'appelait Ariège-Couserans alors qu'il pratiquait uniquement sur Pamiers. La société, c'est la société qui est créée
pour porter la DSP. Alors d'accord, voilà, parce que j'avais pas... Voilà, il me semble... Tout à fait, mais la question est tout à fait logique. Oui, M. Galli. Oui, je voulais saluer le travail qui avait été fait, parce que ce n'est pas un petit travail. Saluer aussi les ambitions fortes de la société des abattoirs du Couserans. Et vous dire que satisfait que enfin des verrous ont sauté. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont sauter. Et je peux un peu que s'en réjouir. Voilà. Et puis en espérant qu'on pourra assumer les investissements futurs pour pérenniser cet outil. Merci, M. Galli. Oui, la parole à son voisin. Le maire de Biarte, Gilbert Lazaro. Absolument. Donc, je voudrais juste savoir, il a été fixé dans les quelques années qui suivent un équilibre économique. Est-ce qu'on peut avoir la garantie du délégataire que la grille tarifaire qui sera appliquée sera maintenue jusqu'à l'obtention de l'équilibre économique? Alors, la philosophie du délégataire, déjà, c'est de faire en sorte d'avoir les mêmes tarifs entre Saint-Giron et Pamiers. Donc, il y a déjà une volonté d'harmoniser ces tarifs. Je pense d'ailleurs qu'on est plutôt du bon côté et que c'est à Pamiers de faire quelques efforts. Ensuite, bon, là, c'est difficile de s'engager au-delà de ce que l'on peut affirmer aujourd'hui. Il aura l'outil entre les mains, il va gérer, hein, c'est une entreprise, hein, on verra bien quelles sont les marges de manœuvre pour arriver à équilibrer, voire à faire des bénéfices sur cet outil. D'autres interventions? Oui, monsieur le maire de Clermont. Bonsoir. Eh bien, je ne sais pas si je dois prendre la parole, mais en tout cas, je la prends avec grand plaisir pour vous remercier pendant ces longues années d'avoir soutenu l'abattoir. C'est une histoire couseranaise que je connais très bien, puisque j'ai été avec 3 éleveurs à l'origine de ce projet en 1992 et 1993. Mais depuis, il s'est fait beaucoup de chemin et vous en avez fait partie de ce chemin. Et donc aujourd'hui, si on a un appareil de qualité, c'est parce que vous avez pris la décision, dans les années précédentes, de maintenir l'investissement, malgré toutes les difficultés. Puisque les difficultés, c'est aussi le déficit chronique. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la Cour des comptes nous oblige quand même à régulariser tout ça. Donc bravo. Ce qu'on a fait en 1993, c'était de rencontrer tous les élus à l'époque pour leur présenter le projet. C'était une idée, c'est devenu un vrai projet, un projet de territoire. Bravo aujourd'hui, bonne continuation. En tout cas, moi, je suis très fier de vous. Merci, monsieur le maire. Est-ce que c'était la conclusion avant le vote? Peut-être. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc on va passer au vote, un vote important pour valider cette délégation de service public. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je pense que le délégataire sera sensible au fait que les élus de cette communauté de communes, à l'unanimité, ont validé de cette DSP. Je vous en remercie. Et bien sûr, merci aux services qui travaillent depuis de nombreux mois sur ce dossier. Certains sont derrière moi. Ces remerciements sont adressés notamment à eux. Nous passons au rapport numéro 13 avec la création de la CLECT. Patrick Lafont. Dans la CLECT, dont on a parlé un peu tout à l'heure, la commission locale des charges transférées, donc c'est ceux qui étudient les attributions de compensation, qui réunit chaque fois qu'il y a des transferts de compétences entre communes et communautés de communes, donc pour fixer les équilibres budgétaires.
Et donc, il vous est proposé de faire comme ce qui avait été fait la dernière fois, hein, c'est que les 123 membres du conseil communautaire soient membres de cette CLECT qui aura à se réunir lors en cas de modification des compétences. La précision utile étant la suivante, donc si on valide cette proposition, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que tous les conseillers délégués soient membres de la CLECT, ce sera aux communes de désigner le représentant. Donc si on prend la décision, on vous enverra un courrier en vous demandant de désigner donc, le représentant, c'est comme ça, de la commune à la CLECT. Est-ce que ça appelle des questions? Donc la CLECT, vous l'avez compris, c'est la commission qui règle justement tous les problèmes de transfert de compétences et transfert de charges. Et Noël ressollicite la parole. Moi, je voudrais rajouter, Monsieur Lafont, je voudrais rajouter que en fait, cette CLECT peut être effectivement convoquée s'il y a des charges qui, s'il y a des attributions de compensation sur des choses, des transferts de compétences qui interviennent, mais aussi, elle peut aussi être convoquée aussi par une procédure de révision libre. Voilà. La communauté de communes, c'est la Cour des comptes qui l'a précisé sur son rapport. Elle peut être très bien convoquée sous demande un tiers des conseils communautaires et des communes membres. Je vais juste rajouter que la CLEC donc, elle donne un avis et ensuite c'est le conseil communautaire qui vote les choses, d'où l'intérêt que ce soit les mêmes à la CLEC et à la communauté de communes. Sur cette CLEC, d'autres interventions. Donc ce soir, on va fixer sa création et le nombre, hein, donc à 123. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Alors, nous allons reprendre de bonnes vieilles habitudes. Nous allons passer maintenant à la période des élections. Avec le rapport numéro 14, où nous sommes amenés à désigner un représentant à l'association des communes forestières de l'Ariège. Donc c'est un titulaire que nous devons désigner. Il n'y a pas de suppléant. La désignation se fait au scrutin secret uninominal, toujours pareil, avec les deux premiers tours majorité absolue et le dernier majorité relative. Et je fais appel à candidature. Alors, représentant de la commune de Derp. Nous vérifions juridiquement si le suppléant peut se présenter. Ah, précision importante. Donc, on n'a pas à vérifier juridiquement. Donc, candidature du maire d'Herp. Cyril Boineau. D'autres candidatures? Bien. On va clore les candidatures. Donc, on va enregistrer la candidature de monsieur Boineau et on va préparer le vote avec vos petites zapettes. Alors on me fait signe qu'on peut voter, donc c'est pour, contre, c'est ça, abstention. Merci.
Alors, les résultats. Monsieur Boineau donc, obtient 104 voix contre une, abstention 2, donc majorité absolue largement atteinte. Donc Cyril Boineau est élu pour nous représenter dans cet organisme. Nous passons au rapport suivant. Il s'agit d'élire donc un vice-président. Vous savez qu'on a regretté bien sûr la disparition de notre collègue maire de la Bastide de Seyroux et élu également vice-président à la communauté de communes. Je parle bien sûr de Christophe Pilon. Je salue d'ailleurs, je crois qu'elle est dans la salle, la maire de la Bastide, qui vient d'être élue en début de semaine. Donc, élection d'un vice-président. On va faire appel à candidature pour occuper ce poste. Y a-t-il des candidats ou candidates, pardon. Donc, Madame le maire d'Alzin, Madame Hautefeuille. Ensuite, Monsieur Belloc, représentant la commune de Montels. Montels. Bien. Donc on va clore les candidatures. Donc on constate que c'est 2 candidatures du territoire séronnais, ce qui permettra finalement au territoire séronnais, quoi qu'il advienne, de garder une vice-présidence, ce qui est, me semble-t-il, dans la répartition des postes, quelque chose de bien. Alors, on me souffle, et la juriste, donc attention, hein. Désigner 2 assesseurs avant. Alors, qui veut bien faire rôle d'assesseur pour cette élection? Alors, Jean-Jacques Amérique. Et Emmanuel Cécile, merci. Alors, donc, il est de tradition de laisser effectivement la parole aux 2 candidats s'ils le souhaitent. Je disais, il est de tradition de laisser la parole aux candidats s'ils le souhaitent. Alors, normalement, on fait un tirage au sort. J'avais un secrétaire à l'époque qui avait un dé et qui nous permettait de faire le tirage au sort. Alors, il n'est plus secrétaire, mais il a toujours le dé. Si vous pouviez nous le fournir, ça serait bien. Alors, c'est pour désigner qui commence. Hein. Impair, Madame Hautefeuille. Pair, Monsieur Belloc. Pair, c'est Monsieur Belloc qui commence. Le micro. Vous pouvez rester à votre place, hein, vous levez simplement et vous avez 2 ou 3 minutes pour vous présenter. Merci. Bon, Monsieur le Président, chers collègues, élu de la commune de Montels dans le Séronnais, je vous présente ma candidature au poste de vice-président de la communauté des communes Couserans-Pyrénées. Mon parcours est à la fois technique, humain et profondément ancré dans l'action concrète. J'ai exercé comme technicien supérieur hospitalier au CHU de Montpellier en charge de la maintenance en anesthésie-réanimation dans un environnement où la rigueur, la réactivité et le sens des responsabilités sont essentiels. En parallèle, j'ai été fortement engagé dans le monde associatif. J'ai présidé une association sportive et culturelle importante avec 1800 adhérents et 8 salariés au sein du CHU de Montpellier. Et une association ensuite humanitaire. Dans ce cadre, j'ai mené des actions concrètes en équipement d'hôpitaux et
du matériel médical, un soutien à des établissements scolaires et intervention à l'international, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. J'ai également été adjoint au maire dans une commune de 2800 habitants avec des délégations importantes, urbanisme, travaux, voirie, bâtiments publics, réseaux secs et humides et assainissement, sécurité, ainsi que la responsabilité du service technique. J'ai enfin été conseiller communautaire. Des expériences m'ont appris à gérer des projets complexes et à encadrer des équipes, à apporter des réponses concrètes aux besoins du territoire. Aujourd'hui, je souhaite mettre cette expérience au service du Couserans avec une approche simple, efficacité, proximité, respect de l'équilibre entre nos communes. Je ne suis pas dans une logique d'opposition, mais dans une volonté d'être utile et efficace au service de notre territoire. Si vous m'accordez votre confiance, je m'engage à être un vice-président disponible, à l'écoute et pleinement investi. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Belloc. Et nous allons maintenant donc donner la parole à Madame Hautefeuille. Bonsoir tout le monde. Donc moi je me présente pour remplacer Christophe, notre regretté Christophe. Je vous rappelle que j'ai été élue rapporteuse, quelque part en vue d'être binôme avec lui. C'était quelque chose qui m'enchantait. Je souhaite être sur la commission culture. La culture en Couserans, ça me connaît beaucoup, vu que je suis actrice de la culture depuis 10 ans dans le Couserans et 20 ans, même si on va plus loin que ça. Je connais très bien l'ADEC, je connais les projets de la culture en Couserans, que ce soit la construction du centre culturel, mais je sais aussi qu'il est important qu'on fasse vivre les associations de toutes nos petites vallées. Je voulais aussi souligner que je suis conseillère municipale depuis que j'ai 25 ans. Sur mon premier mandat, j'étais impliquée sur la communauté de communes du Céronais, sur 3 commissions. Donc je pense être engagée envers les citoyens et surtout, voilà, je connais le Couserans et je m'engage à faire de mon mieux. Je vous remercie. Merci, Madame. Donc, on est sous les ordres des assesseurs, c'est ça? Alors, messieurs les assesseurs, est-ce que vous m'autorisez à lancer le vote? Pas d'irrégularité jusqu'à présent constatée? Très bien. Merci à vous deux. On va préparer le vote, donc. Vous avez mis en 1 Madame Hautefeuille et en 2 Monsieur Belloc. Et donc, on peut lancer? Vous pouvez voter. Merci. Bien, alors les résultats. Madame Hautefeuille obtient 65 voix. Monsieur Belloc obtient 39 voix. 6 abstentions, 2 votes blancs, 1 nul. Donc sur les 113 votes, il faut retirer 9.
Ce qui nous fait 106, c'est ça? 104, 104. Je recompte le nombre de votes au-dessus. 40, ça fait 105, 105, 107 et 6, 113. Oui, ça fait 113. Il y a nombre de votants, nombre de votes. Oui, je sais pas. Alors tout le monde me fait signe, c'est quoi? Alors quel est le vrai chiffre? 113. OK. Donc ça fait bien 104. La majorité est à 53. Donc Madame Hautefeuille obtient la majorité absolue et est élue donc vice-présidente de la communauté de communes. Étant entendu qu'elle prendra la place, donc le rang qu'occupait Christophe Pilon. Merci en tout cas à vous deux pour vous être présentés. Nous continuons avec le rapport numéro 16. Là encore, nous avions été amenés à désigner plusieurs délégués à l'Agence de développement de l'économie culturelle du Couserans. Christophe faisait partie de ces élus titulaires et donc nous avons un poste vacant qu'il convient donc de compléter. Et donc nous allons faire appel à candidature pour un poste de titulaire à l'ADEC. Alors, Madame Hautefeuille, candidate. Pas d'autres candidats, donc on va clore les candidatures. Un seul nom, on va préparer. On peut voter. Bien, alors le résultat pour le poste de l'ADEC, Madame Hautefeuille, 96 voix, contre 5, abstention 9, vote nul 2. Donc, Madame Hautefeuille, vous êtes également déléguée à l'Agence de développement de l'économie culturelle. Bien, donc nous arrivons au bout de l'ordre du jour. À une heure raisonnable. S'il n'y a pas d'intervention, tu voulais donner une information? Michel Picham va vous donner une information. Oui, encore une information sur le domaine de la santé. Il y aura une grande campagne de dépistage grand public des maladies cardiovasculaires qui aura lieu le 16 juin à Aulus. Donc retenez bien, le 16 juin. Donc si vous avez des problèmes de mémoire, vous pensez à l'appel du 18 juin. Donc c'est 2 jours avant. C'est 2 jours avant, donc c'est le 16 juin, un mardi à Aulus. Et après, je vous dirai pourquoi c'est Aulus. Donc effectivement, c'est une grande campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires, un peu à l'image du Mamobile. Donc c'est un gros camion qui va venir à Aulus. Donc c'est pas le malade ou le supposé malade qui va vers l'hôpital ou vers la structure médicale libérale. C'est le camion qui va venir, un peu comme le Mamobile pour le dépistage du cancer du sein
ou le gros camion pour le Covid qui était venu à Saint-Giron, à Saint-Lizier, au Mas d'Asile pour vous faire vacciner. Donc pourquoi il y a ce grand raout de dépistage des maladies cardiovasculaires? Ça s'appelle le Secours Tour. Donc il y aura un gros camion, dessus ça a marqué le Secours Tour, parce qu'on a remarqué qu'il y a par an, retenez ça bien, 50 000 morts subites chaque année en France. 50 000 morts, si vous faites un rapport, c'est plus d'une fois et demie la population du Couserans. Non, je ne démoralise pas, mais ça veut dire que c'est une maladie importante. Mais sachez que sur les 50 000 morts, il y a 80% d'entre elles qui seraient évitables si nous contrôlions les facteurs de risque cardiovasculaires. Je vais vous le dire très vite, lesquels: l'hypertension, le cholestérol, le diabète, le tabac, le surpoids et l'obésité. Donc, surtout les deux derniers, surpoids et obésité. Donc, du coup, il y a un médecin cardiologue de Toulouse, avec des étudiants de médecine de Toulouse, qui ont inventé ce Secours Tour, qui se prolonge depuis c'est la 3e édition, donc c'était 2023, 2024 et 2026. Et c'est fait pour aller vers les endroits retirés, un peu reculés, dans les déserts médicaux. Ce n'est pas le cas du tout pour Aulus, parce que Aulus, ce n'est pas un désert médical, parce qu'il est à proximité immédiate du centre de la MSP de Oust, qui a 3 médecins plutôt en bonne d'âge jeune, mais de sexe. Donc 3 médecins. Et en plus, ce n'est pas un endroit très reculé, puisque ce matin, on a fait le conseil d'exploitation des thermes d'Aulus. C'est un endroit très agréable et à une demi-heure de Saint-Giron. Et pourquoi on a choisi Aulus? Parce que le maire est Patrick Boyer d'abord, et ensuite parce que le président de l'amicale des curistes des thermes d'Aulus est très bien introduit dans la Fédération française de cardiologie. Donc c'est important. Donc un dépistage pour le tout venant, donc des personnes qui sont marginalisées, qui sont très, très loin des centres médicaux. 2, c'est les jeunes qui ignorent alors qu'ils sont déjà porteurs de maladies cardiovasculaires. Et 3, pour tous les gens qui ont des facteurs de risque. Donc on va vous prendre la tension, on va faire peut-être la glycémie, on va vous ausculter. Tout à l'heure, on m'a demandé si on fait des épreuves de force. Non, les épreuves de force, c'est un examen trop spécialisé et qui prend pratiquement 3 quarts d'heure. Donc ça, c'est sur indication du cardiologue. Mais tous ces dépistages, c'est très important et ça va toucher tous les gens qui sont éloignés des médecins, qui ont des difficultés à avoir accès aux soins. Donc rendez-vous mardi 16 juin à Aulus et ils pourront rencontrer à peu près 100 à 200 personnes dans la journée. Il y aura 10 personnes, des cardiologues, des infirmières, des étudiants en médecine. Voilà, rendez-vous chez Patrick Boyer, 16, ça commence à 8h du matin jusqu'à la nuit. Bien, monsieur le maire, oui. il croit que je ne le reconnais pas. C'est impossible alors. Ah. Moi, vous savez que je suis un fidèle. Hein. Oui, 7h30 le petit-déj. Toujours fidèle. Parfait. Merci. Je voudrais parler, quand même tirer une sonnette d'alarme pour quelque chose qui m'inquiète sur notre territoire. C'est le repas de 100 enfants qui peut être remis en cause si l'association CASTA n'est pas parfaitement reprise en main. Je sais qu'il y a un administrateur provisoire qui a été nommé par le préfet, mais je voudrais quand même qu'on ne puisse pas courir de nouveaux risques pour les repas pour les personnes âgées et pour les 10 emplois qui existent dans la cuisine centrale de Massat. C'est pour ça que je tiens à vous dire que je souhaiterais, par rapport à l'administrateur provisoire, et je demanderai à cet administrateur provisoire avec mes collègues de la vallée, et je pense de la vallée du Salat et la vallée de l'Arac, qu'on puisse avoir une véritable délégation de maires élus pour avoir un certain regard sur la gestion de cette association. Et nous faisons complètement confiance à la directrice actuelle, Apolline Blanchet, qui s'est démenée, mais qui malheureusement ne peut pas travailler puisqu'elle est mise à l'écart. Voilà. Donc, je tenais à tirer cette sonnette d'alarme. Très bien, vous avez dit l'essentiel. Il y a une personne qui a été déléguée par la préfecture pour assurer
La continuité. Le redémarrage. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais remercier Madame le maire de Montjoie et les élus de nous avoir accueillis une fois de plus. On vient ici toujours pour voter les budgets. Alors on me pose beaucoup de questions. On me dit, mais quel est l'intérêt de Madame le maire de chaque fois vous inviter pour voter les budgets? Aucun. Aucun. Simplement, on profite de sa salle et on la remercie, on les remercie. Donc, prochain conseil communautaire, la date n'est pas fixée, mais il y en aura un forcément mai ou plus tard début juin. On va vous tenir au courant. Merci encore d'avoir participé. Et vous le savez, on va terminer par un petit moment convivial. Je clôt donc la séance. Merci.